Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce nouveau mardi pour continuer notre découverte des activités de recherche, formation, développement dans le champ du numérique pour cette semaine, puisque cette semaine, c'est la thématique de l'agriculture numérique. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'évaluation du numérique dans les fermes connectées. Et avant de laisser la parole à Noémie pour présenter ce webinaire et les intervenants, je vous rappelle que nous avons deux façons d'interagir entre nous. D'une part, le bouton discussion, converser, chat, selon la version que vous avez de Zoom, et dans lequel vous pouvez nous mettre des informations et vous pouvez également me faire part de vos soucis techniques éventuels, ce que je n'espère pas. Et puis, la deuxième façon d'interagir, et là, on vous encourage vivement, c'est le bouton Q&R pour questions et réponses, et dans lequel vous pouvez mettre toutes vos questions aux intervenants, et les intervenants y répondront à la fin de leurs interventions. Et Noémie, je te laisse donc la parole pour présenter ce webinaire, pendant que les personnes arrivent progressivement. Voilà, Noémie, tu as la parole. Merci Philippe pour cette introduction. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cet agro-webinaire qui, comme Philippe l'a précisé, va traiter aujourd'hui de l'évaluation des solutions numériques dans les fermes connectées. Alors pour construire cet agro-webinaire, on est parti d'un constat qui est celui que depuis plusieurs années, l'offre en solutions numériques au service de l'agriculture est foisonnante. Donc cette offre, elle va couvrir une diversité d'innovations qui s'appuient en fait sur diverses avancées technologiques que peuvent être par exemple les capteurs, la robotique, le partage de données ou l'intelligence artificielle. Et elle peut concerner différentes étapes de la production. Donc, ça va de la gestion des intrants au suivi de la production, au stockage, jusqu'à la phase de transformation et de vente. Et ce, pour toutes les agricultures et pour toutes les filières agricoles. En fait, les promesses de ces solutions numériques sont généralement d'améliorer la productivité ou la rentabilité, mais également, plus récemment, de répondre mieux aux attentes de la société, aussi bien au niveau des exploitations agricoles que dans les métiers de l'expérimentation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va explorer les différentes méthodes qui sont développées pour évaluer ces solutions numériques et leur performance sur le terrain dans des fermes connectées. Donc pour ça, on a 3 intervenants qui vont intervenir aujourd'hui et que je remercie d'ailleurs par avance. Donc, tout d'abord, on a Roland Lenain, qui est chercheur à l'INRAE et qui est président du conseil scientifique de Rob Agri, qui va nous présenter ses travaux sur la robotique menée à l'INRAE. Ensuite, on passera la main à Amélie Fischer, qui est responsable du pôle élevage du réseau Digiferm et qui est également ingénieure IDEL, qui va nous présenter le réseau des Digiferm et des exemples de réalisation menés sur ces structures. Et pour finir, on passera la parole à Nathalie Toulon, qui est responsable du DigiLab et également responsable de la formation dans l'équipe agrotique de Bordeaux Sciences Agro et qui nous présentera une étude de cas qui a été menée sur les données dans le cadre du DigiLab. Donc pour commencer, je vais laisser la main et la parole à Roland qui va nous faire une petite présentation de ses travaux. Roland, tu peux commencer ton partage d'écran. C'est parti. Parfait. Bonjour à tous, merci infiniment. Voilà, donc j'ouvre cette session en parlant de robotique et d'évaluation environnementale, qui est une histoire naissante parce qu'on a encore assez peu de recul par rapport à l'utilisation des robots, qu'on espère être très utile pour pouvoir répondre aux challenges de l'agriculture dans le futur, à la réduction de l'impact des activités humaines sur l'environnement, de réduire l'exposition aux risques à la fois à court terme et à long terme sur les agriculteurs et sur les populations. Et pour garantir des niveaux de production suffisants pour nourrir la planète et rendre le métier d'agriculteur le plus attirant possible et le moins pénible possible. Alors pour pouvoir faire face à ça, on a de nouveaux itinéraires culturaux qui empruntent à l'agriculture de précision, à l'agroécologie, mais qui nécessitent des passages qui sont plus fréquents et un travail de plus en plus précis. Et c'est pour ça qu'on croit au numérique en général et à la robotique en particulier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées, enfin plusieurs robots qui sont maintenant commercialisés à différentes échelles, hein, en suivant tout d'abord la piste du tracteur autonome, quand c'est le cas pour Quasi-H, où là on parle plus d'automatisation que de robotisation. Puis après, avec des initiatives plus spécifiques, où on vient avec des machines qui sont un peu différentes de tracteurs type, évoluer dans les champs pour faire des tâches spécifiques ou essayer de faire l'ensemble des tâches qui sont requises en agriculture.
Alors, pour pouvoir adresser cette problématique, en fait, le souci, hein, c'est que dans le monde agricole, contrairement aux véhicules autonomes, on a une diversité de tâches à réaliser. On a une diversité de types de cultures, de types de terrain, de types de sol, de conditions climatiques qui font qu'on est obligé d'utiliser différents comportements robotiques pour pouvoir réaliser une mission, pouvoir réaliser une tâche agricole et de pouvoir adapter le comportement du robot à l'environnement. Et ça implique d'avoir plusieurs types de capteurs en fonction de ce qu'on veut faire, hein, plusieurs approches en termes de contrôle-commande, en termes d'algorithmes de perception, de décision et d'intelligence artificielle. Alors, je vous ai mis quelques exemples là qu'on développe au sein de l'INRAE à Clermont-Ferrand dans l'équipe robotique. Et donc, on voit très clairement apparaître qu'à partir du moment où on a cette diversité, où on a des robots qui peuvent faire entre 15 kilos et 2 tonnes, 3 tonnes, jusqu'à 10 tonnes, si on parle de tracteurs autonomes, eh ben, il y a un certain nombre de challenges scientifiques encore au niveau de la capacité d'adaptation des algorithmes à l'environnement, à tâches qui sont réalisées. On a beaucoup de challenges aussi sur comment on garantit l'intégrité et la sûreté de fonctionnement, comment on va garantir que, alors qu'on a des travaux qui impliquent d'avoir des efforts importants sur des robots, comment on garantit qu'on ne va pas faire de mal à la végétation et surtout, et en particulier aux personnes et aux bâtiments autour, à l'intégrité. Comment aussi on fait pour que les outils soient vraiment efficaces? Parce que l'objectif, c'est pas juste de faire de la navigation autonome. En robotique mobile, on s'intéresse beaucoup à la navigation autonome et souvent on s'arrête là. Le robot, il se promène dans le champ, on est content. Mais là, ça va au-delà puisqu'il s'agit vraiment d'avoir des interactions avec le sol et la végétation. Et comment on va faire pour que ces robots puissent être utilisés par le plus grand nombre? Comment les agriculteurs vont pouvoir s'approprier ces technologies robotiques? Parce qu'il y a quelques paramètres potentiellement à régler et il est important que les agriculteurs sachent les régler pour que le matériel fonctionne le mieux possible. Et après, il y a quelques verrous sociétaux par rapport à ça, justement, par rapport à l'applicabilité, au niveau du coût de la maintenance, au niveau de l'évaluation de l'impact sur l'agriculture, puis au niveau aussi des conditions de commercialisation. Et ça amène en particulier la capacité à avoir des essais de certification, de pouvoir évaluer les performances des robots. Donc, on a plusieurs initiatives qui sont là pour ça, parce que, comme je l'ai dit, c'est une histoire naissante. On n'a pas encore, ni au niveau normatif, ni au niveau législatif, des normes, des protocoles de tests qui vont permettre de dire votre robot, il est sûr, votre robot, il est fiable, votre robot, il est efficace. Et tout ça, c'est des choses qui se mettent en place. Et du coup, avec nos partenaires, je vous propose de regarder 3 initiatives que sont le Challenge Rose, le Challenge Matrix et le DIH AgroBoFood, qui est un projet européen. Donc, une des premières initiatives, qui est le Challenge Rose, qui est financé par l'ANR depuis 2017 maintenant, et on arrive à la dernière année. L'objectif, c'était de regarder les nouvelles technologies et et robotiques pour faire du désherbage intra-rang et commencer à définir des métriques qui permettent de donner un critère de succès ou au moins d'évaluation de la qualité du désherbage qui est faite alors pas à l'inter-rang, mais à l'intra-rang cette fois-ci, donc entre différentes plantes. Donc, le problème de ces métriques-là, c'est qu'il faut mettre en place, au-delà du challenge scientifique que ça représente pour les 4 équipes en présence, faut mettre en place un certain nombre de protocoles qui permettent l'évaluation. Donc, ça veut dire aller mesurer, aller déjà implanter des mauvaises herbes, aller mesurer le pourcentage de mauvaises herbes à l'intérieur des rangs, et puis après le passage des robots, pouvoir regarder quel est le pourcentage de mauvaises herbes qui ont été éliminées. Donc, une des métriques possibles, et ça emprunte aux nouvelles technologies du numérique, c'est de pouvoir calculer, pouvoir mesurer le nombre de mauvaises herbes avant et après le passage, ce qui n'est pas une chose facile, déjà pour un humain et encore moins pour une intelligence artificielle. Un autre élément important de l'évaluation des robots, c'est la sécurité. Donc là, c'est pareil, il y a une norme qui est en train de sortir sur des machines hautement automatisées, mais qui n'est pas forcément toujours adaptée aux outils robotiques. Donc, dans le cadre du projet européen AgroBoFood, hein, vous avez l'adresse en haut, il y a une campagne d'expérimentation qui a été faite pour essayer de définir des protocoles qui permettaient de dire si un robot était fiable ou pas. Donc, il y a un premier critère sur la détection et l'évitement, l'arrêt du robot par rapport à cet obstacle. Il y a l'évaluation de la perception de cet obstacle par rapport à des conditions difficiles comme la pluie, le brouillard et la poussière, hein, qui sont des choses couramment rencontrées en agriculture.
Et après, il y a aussi un protocole qui permet de tester la capacité d'un robot à rester dans une zone de travail malgré des phénomènes perturbants. C'est pour ça qu'il y a une bâche savonneuse pour voir si le robot est capable de s'arrêter malgré le fait qu'il y a des dérapages incontrôlés et savoir s'il est capable de détecter ces situations. Voilà, et pour prolonger un peu ça, parce que ça, c'est deux initiatives qui sont terminées maintenant, enfin qui se terminent, on est dans la dernière année. Pour prolonger ça, il y a un autre challenge dans un autre projet européen qui s'appelle Metrix. Donc, il y a un challenge ACRE dans lequel on prolonge le travail dans le challenge Rose sur l'évaluation des outils de désherbage intra et inter-rang. Donc là, c'est un peu fusionné. Donc, en mettant en place ces protocoles d'évaluation pour pouvoir mesurer l'efficacité dans des milieux qui sont maîtrisés. Mais on va au-delà dans le challenge ACRE, pardon. On va au-delà de cette évaluation-là parce qu'après, les équipes peuvent aussi donner le fonctionnement de leur robot a priori, justement pour pouvoir aller de la ferme jusqu'au champ, donc tout ce qui est navigation autonome, prise de décision, modification du comportement. Donc là, on est encore dans les essais préliminaires sur l'année 2021. Et on aura, une fois ces premières évaluations mises en place, on ira plus loin après en 2022 sur la mise en place des challenges réels et des métriques. Ouais, donc vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a pas de référence absolue par rapport à l'évaluation du travail des robots, hein. Il y a plusieurs initiatives qui sont menées à droite à gauche, mais il n'y a pas de protocole qui fait référence, ni au niveau de l'évaluation du travail agronomique, ni au niveau de la sécurité et de la sûreté de fonctionnement. Et donc, c'est des choses qu'il faut mettre en place un peu tous ensemble pour pouvoir après démocratiser l'utilisation des robots et puis augmenter la dissémination de l'usage et de l'intérêt de la robotique en agriculture. C'est pour ça qu'on discute à la fois au niveau collectif sur la mise en place de protocoles avec Robagri, avec l'AXEMA, au niveau européen avec AgroBoFood, et au niveau mondial avec l'OCDE, puis en premier lieu avec le ministère de l'Agriculture et des Transports. Mais ça, on se rend compte très vite que pour faire cette évaluation, il faut aussi mettre en place un réseau d'infrastructures qui permet d'évaluer correctement ces protocoles et de pouvoir après procéder aux tests de différents robots qui sortiraient en fonction du contexte et de la tâche à réaliser. Et donc, tout ça, ça constitue un travail qui est tout nouveau et qu'il faut mettre en place tous ensemble pour pouvoir arriver à proposer des solutions robotiques commerciales qui soient fiables, qui soient sûres et qui soient utiles à l'agriculture et au-delà à l'humanité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je tiens les 10 minutes. C'est parfait. Merci beaucoup, Roland, pour ta présentation. Je vais passer la main à Amélie Fischer, qui est responsable du pôle élevage du réseau Digiferm et qui est également ingénieure à l'EDEL. Elle va nous présenter le réseau et quelques réalisations aussi du réseau Digiferm. On voit bien ta présentation, Amélie. Super. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Noémie, je vais présenter le réseau des Digiferm. Donc, c'est un réseau en fait qui est inter-institut technique agricole, donc avec Arvalis, l'Institut du végétal, IDEL, l'Institut de l'élevage, ITB, l'Institut de la betterave, Terre Innovia, l'Institut des protéagineux et l'ACTA. Donc, c'est un réseau en fait qui est constitué de 13 fermes expérimentales, donc 13 digifermes, qui représentent différentes agricultures et regroupent des multiples partenaires. Donc là, vous avez la carte de la France avec la répartition des 13 digifermes et l'ensemble des partenaires qui sont impliqués dans le réseau. Donc, c'est un réseau d'experts de l'agriculture et un réseau aussi de diffusion auprès de professionnels via ces partenaires qui sont impliqués dans le réseau. C'est aussi un réseau qui permet d'avoir une méthodologie robuste et rigoureuse, qui a une indépendance qui est assez historique vu les partenaires impliqués, qui assure une couverture nationale et multifilière dans des conditions climatiques assez variées, comme on l'a vu avec la carte, la répartition nationale des digifermes, et multifilière parce qu'on a à la fois les productions végétales avec les grandes cultures, mais aussi les vignes, et aussi l'aspect élevage avec l'élevage de bovins, ovins, porcins et veaux de boucherie. On a des stations expérimentales pour les validations terrain et surtout, on est aussi là pour tester différents types de technologies, allant de la petite technologie très spécifique comme des capteurs GPS ou des capteurs à type accéléromètre jusqu'à des outils d'aide à la décision, voire des tableaux de bord. Donc, comment rentrer dans ce réseau de digifermes quand on est une ferme expérimentale? La première condition, c'est d'être une ferme expérimentale qui est appuyée par un organisme ou plusieurs organismes de recherche et de développement,
parce qu'on a besoin derrière d'un appui en termes de protocole pour des protocoles fiables et robustes, parce qu'il y a une prise de risque qui va être demandée à la ferme. On n'est pas forcément sûr que la technologie qui sera testée aboutira à quelque chose. La deuxième condition, c'est que cette ferme expérimentale-là soit déjà associée à une réflexion et même plus généralement à un projet en lien avec la numérisation, avec le numérique en agriculture, pour apporter en fait une certaine forme d'expertise et aussi être impliqué et intéressé par les nouveaux enjeux de la digitalisation de l'agriculture. Et troisième condition, c'est que la ferme soit aussi prête à partager ce protocole, ses expériences avec l'ensemble des fermes du réseau des DigiFermes. Alors, le processus d'intégration au réseau est assez simple, hein, c'est en 3 étapes. La première, c'est déposer un dossier donc écrit durant l'appel à la candidature. La deuxième étape, c'est de passer un entretien avec le jury qui est composé des membres fondateurs du réseau. Et la troisième étape, c'est la labellisation donc pour une durée de 3 ans. Donc, pour information, le prochain appel à candidature aura lieu à l'automne prochain. Donc, comment ça se passe concrètement dans ce réseau-là? Donc, on peut avoir différents types de sollicitations, sachant que nous, on travaille surtout avec des technologies allant des niveaux TRL de 3 à 9. Donc, on peut avoir des acteurs de l'AgTech qui nous sollicitent pour tester ou valider leur technologie. Ça peut être des projets internes à l'Institut technique agricole, ou ça peut être au travers de projets nationaux européens qui sont financés, donc type CASDAR, Smart AgriHub, etc. Donc, dans le cadre des acteurs de l'AgTech, quand on a une sollicitation des acteurs de l'AgTech, la sollicitation, elle passe par le comité de pilotage des DigiFermes qui va nous dire si oui ou non on décide de tester ce projet-là et d'aller au bout de ce projet-là. La deuxième étape, c'est de définir les modalités de ce projet, quels sont les besoins, quelles sont les modalités de collaboration, quelles sont les règles de diffusion des résultats. Et la troisième étape, c'est bien sûr la réalisation du projet, où là, on utilise l'expertise du réseau des DigiFermes, c'est-à-dire on va identifier quelle est l'expertise nécessaire, on va identifier quelles sont les DigiFermes qui sont adaptées pour tester le dispositif, on va analyser les données qui ont été collectées, donc d'un point de vue performance technique, économique, environnementale, facilité de prise en main, et ensuite, si possible, proposer des améliorations, et ainsi continuer à boucler la boucle jusqu'à ce qu'on ait atteint les objectifs du projet. Et la dernière étape, c'est la communication et la diffusion des résultats auprès des agriculteurs et à l'ensemble de la filière, parce que notre objectif, c'est de développer ou contribuer au développement des technologies utiles et utilisables pour les agriculteurs et les conseillers. Alors, quand on a un projet, on travaille principalement autour de 4 gros axes. Le premier axe, c'est l'axe qu'on appelle le pilotage tactique, qui correspond au développement de solutions numériques qui aident au pilotage des interventions et la prise de décision au quotidien. Donc, par exemple, ça peut être l'utilisation de stations de météo connectées pour savoir si l'éleveur peut ou pas, ou l'agriculteur peut ou pas aller semer, par exemple, selon les conditions météo, ou un autre exemple avec les colliers de détection de chaleur, pour savoir si l'éleveur peut inséminer ou pas l'animal. Le deuxième axe de travail, c'est autour de la digitalisation de l'agroéquipement. Donc là, en gros, ça consiste à travailler sur tout ce qui est robotisation, automatisation de certaines tâches en agriculture. Le troisième axe, c'est le pilotage stratégique. Donc, par opposition tactique, c'est travailler sur des solutions qui permettent d'avoir une vision plus globale de l'atelier ou de l'ensemble de l'exploitation agricole. Donc, c'est une prise de recul en intégrant différentes données. Donc là, j'ai mis l'exemple de l'imagerie 3D pour l'élevage, qui permet en fait d'avoir par exemple un suivi des performances de l'animal ou de la croissance de l'animal tout au long de sa carrière, et donc d'avoir une vision plus d'ensemble de l'atelier, par exemple, d'engraissement. Et le dernier axe de travail, c'est la valorisation des données. Et donc, au travers de la valorisation des données, là, on fait des travaux pour assurer une acquisition simple et en temps réel des données, parce que notre objectif, c'est que le producteur, donc l'agriculteur, reste maître de ses choix. Et donc là, j'ai pris un exemple avec les clôtures virtuelles que je vais détailler par la suite de la présentation. Et donc, une fois qu'on a identifié ces 4 axes de travail pour l'ensemble des DigiFermes, on a 2 types d'activités. La première qui est d'évaluer des solutions numériques donc sur le terrain, donc sur les DigiFermes, pour éprouver un peu leur efficacité et leur robustesse. Et le deuxième type d'activité, c'est la co-construction de solutions numériques. Donc là, on travaille avec d'autres collaborateurs pour participer au développement de solutions numériques. Mais on se positionnera très rarement dans le cas d'un développement où on part de rien,
pour développer de toutes nouvelles solutions. Et il ne faut pas oublier aussi que notre engagement, c'est donc de partir du besoin de l'utilisateur final, donc principalement l'agriculteur, mais ça peut aussi être le conseiller, par exemple, ou d'autres utilisateurs finaux. Et donc d'évaluer avec objectivité et rigueur en utilisant des méthodes de référence dans notre réseau. Alors, je vais maintenant donner 2 exemples de réalisation. Le premier exemple, c'est les clôtures virtuelles. Donc, en fait, l'objectif, c'était de tester les clôtures virtuelles en France au travers de différentes questions qu'on s'est posées. Donc, la première, c'était la facilité de prise en main de ce dispositif. La deuxième, c'était la capacité d'apprentissage des animaux. La troisième, c'est la faisabilité d'une gestion du pâturage avec ce dispositif-là, en le comparant, par exemple, à un dispositif classique de clôture électrique, et se posant les questions de l'effet sur le bien-être et le stress de l'animal, sur la valorisation de l'herbe et les performances de l'animal. La dernière question qui n'est pas à négliger, qui est notamment la question de la rentabilité à la fois financière et en termes de temps d'investissement pour l'éleveur. Donc pour cela, malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucun système qui est commercialisé par une entreprise française. Donc on travaille toujours avec l'entreprise norvégienne qui s'appelle Nofence. Donc le dispositif se présente simplement par un collier qui est porté par chaque animal du troupeau, qui, à l'aide d'une batterie, va en fait envoyer une alerte sonore, voire une décharge, un stimulus électrique à l'animal lorsqu'il franchira la limite virtuelle. Et donc, pour gérer tout ça, l'éleveur a une application smartphone et un logiciel en ligne pour le gérer. Donc, comment ça fonctionne? L'éleveur définit les contours du paddock, donc bien sûr virtuellement, en mettant des points sur son application. Donc là, vous avez un schéma qui représente la limite virtuelle en blanc. Si l'animal franchit cette limite virtuelle, il reçoit une alerte sonore. Et s'il continue à s'éloigner du paddock, il reçoit un stimulus électrique. Et donc, au-delà de 3 couples alerte sonore, stimulus électrique, le GPS, le capteur se met en veille, il continue à géolocaliser et il envoie un SMS pour prévenir l'éleveur que l'animal s'est échappé. Et donc, pour tester tout ça, en fait, on a utilisé les 4 digifermes du réseau des digifermes qui ont un élevage et qui pratiquent le pâturage. Donc, la ferme de Saint-Hilaire-en-Veuvre en Lorraine, la ferme de Derval dans le Grand Ouest et la ferme des Établières, et la ferme du Mourier. Et donc, en fait, l'originalité de ce projet, c'est qu'on a un protocole commun sur l'ensemble des digifermes qui représente une diversité de systèmes d'élevage. Donc, on va pouvoir vraiment tester le même outil dans différents systèmes et conditions climatiques. Et donc, c'est un partenariat, en fait, c'est une collaboration inter-ITA. Et le deuxième exemple, c'est un exemple développé par l'IFIP et Acerva, qui consiste à développer une pharmacie connectée pour automatiser la traçabilité de traitements vétérinaires. Donc, le fonctionnement est assez simple à comprendre. L'éleveur reçoit un nouveau médicament, il va le flasher avec son smartphone, ce qui va l'enregistrer dans le système. Il va indiquer la quantité reçue. La deuxième étape, lorsqu'il va vouloir utiliser ce médicament pour un traitement, il va le reflasher juste avant l'utilisation. Et ensuite, troisième étape, il aura le choix entre soit administrer ce traitement à une partie de son élevage, donc à un lot ou à un certain nombre de cases, ou sinon, il va avoir le choix de l'administrer à des individus en particulier. Donc, il l'administre et après, en quatrième étape, il va pouvoir ajouter des informations à partir de l'application smartphone. Et dernière étape, bien sûr, c'est qu'il va pouvoir revenir sur l'ensemble des traitements qu'il a fait grâce à la centralisation de l'ensemble des traitements sur le logiciel en ligne. Donc, cette démarche, ça permet à la fois de numériser le registre sanitaire en élevage porcin, d'avoir des fiches de traçabilité des traitements qu'on administre à des lots ou aux animaux, et d'avoir une visualisation sous forme de tableau de bord qui centralise un peu toutes les informations. Donc, actuellement, les données sont renseignées par une application smartphone, et il y a aussi une consultation par tableau de bord numérique. Le logiciel est gratuit, mais par contre, l'application, pour l'instant, est payante. Et les premiers résultats des tests montrent que l'application et l'utilisation est assez intuitive et facile pour les utilisateurs. Ça facilite le suivi, bien sûr, des traitements pour les vétérinaires et pour l'éleveur. Et actuellement, ils ont une réflexion en cours pour améliorer et compléter le logiciel, pour notamment simplifier la saisie de données qui est pour l'instant assez lourde quand on regarde par rapport à la valorisation qui en est faite. Et donc, l'ensemble de ces tests a été fait à la station expérimentale de Romilly. Donc, je vais finir sur cette diapositive qui vous montre un peu un échantillon des partenaires avec qui on a travaillé et on continue de travailler dans le cadre du réseau des digifermes. Et donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas
à nous contacter. Inès, plutôt côté production végétale et moi pour le côté production animale. Merci. Merci beaucoup Amélie pour ta présentation et on va continuer et terminer avec la présentation de Nathalie Toulon, qui est responsable du Digilab et ingénieure chargée de la formation dans l'équipe agrotique de Bordeaux Sciences Agro, qui va justement nous présenter une étude de cas menée dans le cadre du Digilab. Nathalie, je te laisse la main, on voit bien ta tête. Voilà, vous m'entendez, c'est bon. Oui, très bien. Bonjour à tous. Oui, après les Digifermes, moi je vais vous parler du Digilab, qui est un dispositif sur lequel qui est porté par Bordeaux Sciences Agro et qui permet de déployer et d'expérimenter les technologies numériques pour la vitiviniculture. Et alors, aujourd'hui, je vais plutôt parler d'un projet pédagogique qui se base sur les données collectées dans le cadre du Digilab. Alors, quelques éléments de contexte sur ce projet. On l'a vu déjà lors des deux interventions précédentes, l'évaluation des solutions numériques pour l'agriculture, c'est un sujet qui est en cours de réflexion. Hein. Donc, à ce stade, on n'a pas de méthodes qui sont totalement établies, reconnues, que l'on va pouvoir mettre à disposition des étudiants et enseigner aux étudiants. Donc, notre meilleure option pour aborder les technologies numériques et que les étudiants puissent évaluer, en tout cas, leur intérêt de ces technologies, eh bien, c'est de confronter les étudiants aux technologies en les mettant le plus possible en situation. Donc, par des visites sur les sites, par le fait de pouvoir les faire manipuler les dispositifs, également manipuler les données qui sont collectées par ces dispositifs. Le problème, c'est que même quand on arrive à accéder au site qui déploie les dispositifs, et le Digilab en est un, donc ça va, il y a quand même des questions de saisonnalité. Et puis, entre le fait de collecter les données et puis de les mettre à disposition dans un cadre pédagogique, eh bien, il y a quand même un gap à franchir. Voilà, ça peut être un peu chronophage. Donc, pour répondre, nous, à ce besoin, eh bien, on a proposé le projet Visea, qui est le projet Visite augmentée des exploitations agricoles, qui a été initié au départ dans le cadre d'une réponse à l'appel à projet DGER Agrinium, et qui vise à proposer des interfaces très simples, intuitives, donc sur un outil à distance, qui permet de mettre à disposition les données collectées dans les exploitations connectées, des données donc réelles, actualisées. Ce projet, on l'a porté en partenariat avec Montpellier Supagro et en proposant, puisqu'on avait en fait deux sites qui permettent de déployer les dispositifs, le MAS numérique côté Montpellier et puis le Digilab côté Bordeaux. Et donc, on a proposé deux approches qui sont différentes mais complémentaires. Donc, une approche visite virtuelle côté Montpellier et puis une approche tableau de bord, donc avec une orientation métier, donc avec un tableau de bord tel que peut l'avoir à disposition un exploitant, un chef de culture par exemple, sur une exploitation. Donc, c'est plutôt de cet outil-là dont je vais parler pour la suite en me basant sur une étude de cas qu'on a réalisée. Alors, l'outil, en fait, a été valorisé dans le cadre de différents enseignements jusqu'à maintenant auprès de différents publics, que ce soit des lycéens, notamment les lycéens des lycées de Bordeaux-Gironde, et puis aussi auprès d'étudiants en école d'ingénieurs, donc les étudiants de Bordeaux Sciences Agro. Et c'est plutôt ce public-là qui est visé donc, sur l'étude que je vais vous présenter. Alors, ce ne sont pas des étudiants agrotiques qui ont reçu cet enseignement, ce sont des étudiants de deuxième année en spécialisation viticulture-œnologie. Et on leur a proposé de simuler en fait, une situation de prise de décision d'un chef de culture par rapport à la conduite culturelle à adopter sur la base d'informations fournies par des cartes orientées, en fait, des cartes vigueur, des cartographiques de vigueur de la vigne. L'objectif, donc, c'est que les étudiants puissent évaluer les apports et les limites des outils et de ces outils numériques dans le processus de décision d'un viticulteur.
Alors, le module, il est conçu en 3 parties qui font intervenir à la fois des intervenants du département numérique pour l'agriculture et des intervenants de l'équipe viticulture-œnologie. Alors, il y a une première partie donc, assurée par Christian Germain qui consiste à apporter des éléments de cours sur la proxy, la télédétection, avec tout ce qui tourne autour des capteurs, les indices, comment ils sont construits, comment ils fonctionnent, la chaîne de traitement des images notamment. Puis une deuxième partie qui justement va mobiliser l'outil dont je vous ai parlé, donc l'outil Visea, et qui va permettre aux étudiants d'interpréter, d'exploiter les données réelles de l'exploitation, qui en l'occurrence est le domaine du château, enfin le château Luché-Alde, sur lequel est basé le Digilab en fait. Sur cette partie, donc, on a une première présentation par quelqu'un du Digilab, donc cette année c'était Capucine, qui présente la plateforme Visea, comment elle fonctionne, et puis l'intervenante de l'équipe Viti, en fait, ensuite aide la réflexion, à orienter la réflexion des étudiants qui vont travailler en groupe et qui ensuite, en autonomie, vont pouvoir vraiment manipuler les données qui sont mises à leur disposition. Puis il y a un troisième temps, qui est le temps de restitution, où les étudiants vont présenter leur analyse, qui est une analyse à la fois globale, une analyse également par parcelle, où ils vont faire des propositions concrètes d'actions à mener sur ces parcelles. Et puis, ils vont réfléchir également sur la préconisation d'outils numériques pour la suite. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une confrontation finalement avec le directeur technique du Lycée-Alde qui resitue par rapport à ce qui s'est réellement réalisé sur le terrain, sur le domaine. Alors, je vous montre en quelques slides en fait le type d'outils qui est mis à disposition, donc dans le cadre de Visea. Alors, il y a une première partie dans Visea qui consiste à proposer des outils, les données en temps réel. Ce n'est pas la partie qui a été la plus valorisée, évidemment, sur cette étude de cas. Donc, je passe directement au reste des écrans. Donc, ce qu'on met à disposition des étudiants et qui peuvent manipuler complètement, ce sont des informations de type parcellaire, donc sur le système, ce qui permet de décrire le Luché. Donc, ils peuvent cliquer sur les différentes parcelles et avoir des informations type cépage, porte-greffe, etc. Ils ont des informations sur l'itinéraire technique, des informations également sur la production, avec par exemple une carte de rendement, où ils peuvent là aussi cliquer sur toutes les parcelles et avoir toutes les informations qui peuvent les intéresser. Ensuite, ils ont sur une autre page des données météorologiques qui se basent notamment ici sur une station Météo France et qui, là aussi, sont disponibles sur plusieurs années avec la possibilité de cliquer en différents points du graphique pour avoir les informations de détail. Ils ont également une page où ils peuvent accéder à des informations sur les données de sol. Donc, on a une carte de sol sur le Luché, une carte de résistivité, par exemple. Ensuite, donc, ils peuvent avoir accès à ces informations qui vont permettre de voir la cartographie de la vigueur, donc avec différents types d'outils qui sont mis à disposition et qui sont avec des données qui ont été acquises en proxy détection ou en télédétection. Et donc, les étudiants peuvent sélectionner des parcelles. Ils ont accès à, là, on a déjà 4 années d'historique et on continue à enrichir le dispositif. Et puis, on avait également mis à disposition la possibilité d'avoir accès aux données détaillées sous forme de fichiers Excel, en fait. Donc, ils pouvaient aller un peu plus loin, même dans l'interprétation des données. Donc, au final, c'est un outil qui a été intéressant puisque là, j'étais présente lors de la restitution de ce module et les différents groupes de travail ont différentes approches. Ils se sont vraiment appropriés les outils et les données qui ont été mises à disposition. Et ils ont pu proposer des diagnostics qui se sont avérés pertinents et confirmés par le directeur technique sur les parcelles, sur certaines parcelles qui pouvaient avoir des sensibilités plus fortes, par exemple des pressions de maladie. Et puis surtout, ils ont pu prendre et discuter de l'évaluation de l'intérêt des technologies numériques
et prendre un peu de recul sur le fait que justement, évaluer cet intérêt, évaluer les technologies numériques, eh bien, ça passe par une bonne vision des besoins de l'exploitant, puisqu'un outil doit répondre à un besoin aussi, hein, et donc que veut faire l'exploitant de ces informations, de ces données. Ça passe par une bonne compréhension de ces outils et des données qui sont fournies, donc notamment sur la vigueur, hein, quelles sont les données qui sont fournies, est-ce qu'elles sont brutes, est-ce qu'elles sont retraitées, s'il y a un retraitement, quel est le type de retraitement qui a été opéré. Ça peut être intéressant, et grâce au DigiLab, nous, on a la possibilité justement d'aller creuser un petit peu ces différents retraitements et d'aller voir que ça ne fournit pas toujours le même résultat. Et puis, surtout, on a beaucoup discuté sur le fait que les outils sont des outils d'aide à la décision qui apportent un élément d'aide à la décision, mais ce qui est important, c'est de pouvoir aussi recouper les informations entre elles, de pouvoir recouper les données avec des informations qui sont disponibles sur la propriété, sur le terrain, de façon à pouvoir aussi expliquer les zonages qui sont identifiés par ces cartographies de vigueur. Et puis, donc, ça a permis d'aller jusqu'à la proposition d'outils qui pourraient être intéressants pour l'avenir. Et donc, les étudiants ont proposé notamment de travailler sur des cartographies de manquants, sur des cartographies de travail du sol, par exemple. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit aperçu de ce qui peut être fait à partir des données du DigiLab et pour cet outil qui continue à évoluer à l'heure actuelle. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation et merci à aux 3 intervenants qui viennent de réagir. Alors je vous rappelle que vous avez accès à la session Q&R pour poser vos questions aux intervenants. Je continue de regarder les questions. On va passer peut-être aux premières questions qui ont été posées. Sans doute une première question pour Roland. On a une question sur la participation des agriculteurs à l'évaluation de la performance du désherbage et si les agriculteurs participent, quel profil ont-ils? Alors, dans le cadre des challenges que j'ai présentés, les agriculteurs ne participent pas directement. Ils participent indirectement à la définition du challenge parce que dans la définition des protocoles et de ce qu'on doit creuser, il y a plusieurs partenaires qui interviennent, dont l'association Robagri, pour lequel il y a des organismes de représentants des agriculteurs. Voilà. Et du coup, l'association Robagri mène aussi, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Solrob, qui a été financé par France Agrimaire, a mené une enquête importante par rapport aux agriculteurs, leurs besoins en termes de robotisation et d'outils robotiques, qui passait aussi par une présentation des potentialités que pouvait avoir la robotique et de quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs besoins prioritaires par rapport à cette robotisation, quelles étaient aussi leurs contraintes en termes budgétaires, en termes d'utilisation. Et donc, les résultats de ces études-là ont servi aussi à définir les challenges et à travailler aussi sur les protocoles. Mais ils n'ont pas de lien direct dans le cadre de l'organisation de cette challenge, hormis les journées de restitution qui ont lieu à peu près tous les ans, normalement, et c'est ouvert au public. Alors forcément, sur la dernière année, là, c'était un petit peu difficile d'organiser ça, mais à plusieurs reprises, il y a eu des grandes journées portes ouvertes par rapport à l'évaluation réelle. C'est-à-dire qu'il y a une journée où les équipes vont avec leurs robots et sur les 4 jours d'essai, il y a une journée qui est ouverte au public avec la présentation des équipes, des résultats, des objectifs. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Si, n'hésitez pas, la personne qui a posé la question, à préciser dans la section Q&R si ce n'est pas le cas. Une autre petite question pour Nathalie, au sujet des réalisations des étudiants. Est-ce que les étudiants calculent aussi le coût financier et l'empreinte carbone des outils? Puisque tu parlais à un moment des outils numériques qui pouvaient être préconisés à utiliser. Et pourtant, il est dit que certains outils sont encore peu connus et pas tous validés. Du coup, est-ce qu'il y a une estimation qui est faite au niveau du coût de ces outils?
Au niveau du coût, ça fait partie des choses qui sont abordées en termes dans la discussion. Là, moi, je parlais d'un exemple et d'un cas précis, d'une étude de cas précise. Donc, il y a d'autres études de cas qui vont se positionner plutôt sur les aspects économiques, d'autres. Enfin, voilà, il y a d'autres études et d'autres exemples pédagogiques qui pourraient être cités. Mais sur celle-ci, le coût des prestations ont été abordés dans la discussion. Ce n'était pas un des objectifs premiers du module. Par rapport au coût environnemental, là encore, ça ne faisait pas partie des objectifs de ce module, qui était somme toute d'une durée assez limitée. Ça ne veut pas dire que d'autres modules pédagogiques n'aborderont pas ces aspects des choses. Et voilà, peut-être ça dépend en fait des objectifs qu'on se donne sur les modules. Là, il s'agissait vraiment d'une simulation, d'une conduite culturelle à partir d'informations de type VIA. Merci Nathalie pour cette réponse. Je vais embrayer sur une question sur les Digilab. Amélie, est-ce qu'il existe un lien entre certaines digifermes, sur les digifermes, est-ce qu'il existe un lien entre les digifermes et des living labs territoriaux et globalement, comment est-ce que la massification du déploiement des solutions numériques évaluées est-elle assurée? Ça recoupe avec une autre question qui portait un petit peu sur le même thème, sur la diffusion des études réalisées dans les digifermes. Alors, sur la question sur les Living Labs, je ne suis pas sûre de la réponse. Je pense que peut-être Inès pourrait répondre sur la question. Oui, bonjour à tous. Pour les Living Labs, en fait, la relation, elle ne va pas forcément être avec des digifermes en particulier, mais plutôt entre directement les instituts et les Living Labs. Voilà, donc c'est très dépendant des régions. Et ensuite, sur la question sur la massification du déploiement des solutions numériques évaluées, aujourd'hui, ça se fait via les différentes communications qu'on fait au sein des digifermes, tout simplement. Et du coup, pour la partie diffusion et massification, on vient de répondre. Il y avait une autre question sur la diffusion des résultats auprès des agriculteurs. Alors, j'ai perdu dans le flot des questions. Mais peut-être sur le transfert des résultats auprès des agriculteurs. Je ne sais pas si tu as des précisions à donner, Inès. Oui, au niveau du transfert des résultats, alors on fait au sein des digifermes des journées portes ouvertes déjà qui sont accessibles à tous, plus différentes communications, que ce soit des articles ou des plaquettes, ou voilà. Et puis on utilise aussi tous ces résultats-là, soit dans des formations, soit dans dans des réunions de présentation des résultats, même si c'est un peu plus large que juste ce qui se fait dans la digiferme. Merci pour cette réponse. J'ai une question en rapport avec la robotique. Alors, Roland, Amélie, Nathalie, je ne sais pas qui souhaitera répondre. Comment se situe la France en matière de R&D et de développement commercial en robotique agricole par rapport à d'autres grands pays producteurs? Roland, peut-être que tu as quelques billes là-dessus. Ouais, alors la bonne nouvelle, c'est que en France, on est plutôt précurseur par rapport à cette thématique-là. D'ailleurs, on compte le plus grand producteur, le leader mondial en termes de robotique agricole, la société Naio Technologies. Alors, forcément, c'est un nombre d'unités qui est relativement limité parce que c'est un marché émergent, mais toujours est-il que pour le moment, c'est sur le territoire français qu'on a le leader en ces termes-là. Alors, en France, on est plutôt bien positionné aussi en termes de développement. On a plusieurs startups qui travaillent sur les robots agricoles et qui commercialisent non seulement en France, mais aussi à travers le monde. Et puis, justement, grâce à parlait de ta manière de RobAgri, on s'est aussi organisé très en amont par rapport à l'émergence de ce marché-là, en mettant un ensemble d'efforts en commun sur justement les outils de développement, mais aussi en étant précurseur sur les protocoles de test, parce que ce que j'ai présenté au tout début là sur les protocoles qui visent à travailler sur l'évaluation de la sécurité, c'est quelque chose qui est absolument fondamental quand on veut vendre des robots. Et il est absolument impératif que ces protocoles-là soient uniformisés, standardisés. C'est une demande qui émane des constructeurs
constructeurs. Alors, les constructeurs historiques de machines ont l'habitude de ce genre de normes, mais les constructeurs en termes de robotique, en termes d'évaluation d'intelligence artificielle, c'est des verrous qui sont importants parce que c'est difficilement évaluable. On a du mal à évaluer aujourd'hui ce que va sortir une intelligence artificielle, si c'est pertinent ou pas, hormis en faisant des milliers et des milliers de tests. Et on ne peut pas décemment dire à un robot agricole de faire 3 millions de kilomètres dans différentes situations pour dire que c'est validé. Donc ça veut dire qu'il faut inventer justement ces protocoles. Ils peuvent être réels, ils peuvent être aussi simulés. Et comme on s'est un peu organisé au niveau national, puis ensuite au niveau européen avec le projet AgroBoFood, parce que le projet AgroBoFood, c'est ce qu'on appelle un Digital Innovation Hub, ça veut dire un réseau d'ensemble de partenaires qui travaillent sur la thématique, à la fois publique et privée, donc la de recherche, constructeurs, fournisseurs de solutions. Et on est vu un peu comme des précurseurs parce que nous, on était déjà organisés autour de ça. On a déjà proposé des protocoles, on a déjà proposé des infrastructures de partage numérique et réel, de partage d'un certain nombre de savoirs et de savoir-faire. Donc aujourd'hui, on est plutôt en France bien placé sur le paysage international et on souhaite que ça puisse bénéficier effectivement à l'essor de cette nouvelle agriculture. Merci Roland pour cette intervention. Je ne sais pas s'il y a des compléments. Sinon, Nathalie, j'ai une question sur le Digilab. Est-ce qu'il existe un partenariat ou est-ce qu'un partenariat est prévu avec les chambres d'agriculture pour déployer une approche pour un conseil mutualisé auprès de l'ensemble des viticulteurs? Alors, il n'y a pas ce type de partenariat dans le cas du Digilab. On travaille plutôt avec la Chambre d'agriculture de la Gironde dans le cas du Digilab, selon les besoins, en fait, et ils font partie du réseau d'experts, mais il n'y a pas, en effet, ce type de partenariat à l'heure actuelle. Mais je suis à votre écoute pour qu'on puisse en discuter. L'appel est lancé. Amélie, j'ai une question concernant les approches choisies pour étudier les effets des enclos virtuels sur le bien-être animal. Il y a eu plusieurs questions là-dessus, donc peut-être que ce serait l'occasion de donner quelques détails. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des observations visuelles de comportement, on va faire des tests de hiérarchie aussi, les tests de leadership. Et cette année, on va essayer de suivre le rythme cardiaque en fait des animaux avec des cardiofréquencemètres donc individuels pour avoir un suivi en continu. Et donc c'est ce qu'on va faire en fait pour l'aspect bien-être animal. On peut pas, pour l'instant, on n'a pas les ressources nécessaires pour faire d'autres types de mesures. J'en profite pour une question qui concerne les pharmacies, la pharmacie connectée. Est-ce qu'il y a un envoi vers le vétérinaire de référence à la fin du traitement? C'est une bonne question. Alors comme je ne suis pas en fait ce projet, c'est plutôt Johan Thomas en fait de l'IFIP qui suit ce projet-là. Je vous invite à contacter directement Johan. J'ai mis l'adresse de Johan dans le chat. Oui, vous pouvez consulter dans la partie questions-réponses. Il y a pas mal de questions auxquelles les intervenants ont répondu par l'écrit. Vous pouvez regarder dans la catégorie résolues. J'ai une question un petit peu générale qui s'adresse à vous trois. Comment la pollution numérique générée, y compris importée, et son impact est-elle prise en compte dans les évaluations? Alors je vais répondre pour le réseau des Digifermes. Pour l'instant, on ne le prend pas en compte. Donc, sachant que le réseau des Digifermes, c'est quand même assez récent, hein, je ne l'ai pas mis dans la présentation. Mais on est en train de se former pour essayer de prendre en compte un peu l'impact carbone et l'impact environnemental des nouvelles technologies. C'est quelque chose, on sait qu'elles ne sont pas vertes, hein, ces technologies-là, que ce soit à la fois sur la production que sur le stockage des données en continu et l'accès en continu en fait, à ces données-là. Donc on s'y forme. Donc pour l'instant, dans le réseau des Digifermes, on ne l'inclut pas. De même façon, si je peux rajouter un mot, c'est pas des choses qu'on prend en compte directement dans le Digilab, mais par contre, on essaye d'en parler et justement d'essayer d'avancer un peu sur la compréhension de ces mécanismes au niveau de la chaire agrotique, qui est un autre axe de collaboration fort qu'on a entre Bordeaux et Montpellier et sur lequel on travaille avec les entreprises membres sur ces problématiques-là. Mais de là à les intégrer dans les évaluations, c'est compliqué quand même. Hein. C'est des sujets où il faut prendre en compte l'analyse du cycle de vie complète. Enfin, il n'y a pas de réponse ni d'outils immédiats pour évaluer ça.
Est-ce que Roland, tu as un complément à apporter? Ouais, parce que ça rejoint aussi une autre question qui a été abordée dans le volet Q&A. En fait, dans ma présentation, ce que j'ai pas dit complètement, c'est qu'il y a aussi un groupe de travail émergent aujourd'hui sur l'analyse du cycle de vie par rapport à l'utilisation des robots pour pouvoir répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux 10 petits robots qui interviennent très souvent dans les champs et qui viennent détecter tout de suite l'invasion d'une maladie ou d'un nuisible, etc. Ou qui viennent tous les jours, un peu tous les jours dans les parcelles pour cueillir des fruits juste mûrs comme il faut, etc. Donc, est-ce qu'il vaut mieux toute cette flotte de robots qui est de petite taille, qui va moins impacter, moins détériorer les champs, plutôt qu'une grosse machine, comme c'est le cas aujourd'hui, qui passe une fois tous les 3-4 mois, mais qui peut beaucoup plus détériorer le sol ponctuellement à l'endroit où elle travaille. Et donc, dans ces indicateurs, ce groupe de travail là sur l'évaluation environnementale et agronomique, il a pour but justement de pouvoir trancher là-dessus, donc d'inclure à la fois la consommation énergétique, le coût de production des batteries, si c'est électrique, l'empreinte carbone, le nombre de passages, la détérioration des sols. Et c'est extrêmement complexe à réaliser. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un groupe de travail très générique avec plein de personnes. Qui permettra de trancher ces questions-là et de pouvoir intégrer aussi à l'utilisation des robots tout le coût de stockage de ces données, d'accès aux données. Voilà. Et dans l'évaluation aussi, alors du coup je rebondis sur un autre aspect, il y a aussi l'aspect sécurisation des données, parce que l'utilisation de robots ou de capteurs qui sont disséminés dans les champs, aujourd'hui ça produit beaucoup de données, et la question de l'accès à ces données, elle est assez importante au niveau de la protection de ces données, mais aussi ce qui est important, je pense, pour travailler sur l'optimisation des outils robotiques, c'est de pouvoir partager l'ensemble de ces données. C'est-à-dire que l'expérience qu'acquiert un robot, elle sert à tous les autres robots. Ce qui est impossible à faire pour un être humain, c'est difficile, enfin, ça s'appelle de la formation. Mais c'est difficile à faire. Mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, toutes les bases de données qui va servir pour faire l'apprentissage, pour que les robots soient efficients, chaque robot peut participer à l'enrichissement de cette base de connaissances. Donc, est-ce que le coût de stockage, de maintien de ces données, d'accès, voilà, il va engendrer une pollution qui est significative, qui est conséquente par rapport aux gains qu'on va en retirer sur l'exploitation de robots pour limiter l'empreinte environnementale des activités? C'est une question qui est très ouverte aujourd'hui et qu'on a du mal à chiffrer. Enfin, c'est super difficile, effectivement, comme ça a été mis en place. Donc, la réponse à quelques questions du chat sur est-ce qu'il vaut mieux 10 petits robots plutôt qu'un gros tracteur, on n'a pas tout de suite. Et ça nécessite de prendre en compte tout un tas de paramètres qui sont difficiles à évaluer et qui ne peuvent pas être évalués à l'instant T, juste sur un essai, mais c'est l'histoire qui pourra nous dire ça, en agrégeant un certain nombre de données et puis en prenant aussi en compte l'amélioration du comportement des robots par rapport aux pratiques et aux usages et la façon dont on les utilise. Merci à tous pour ces réponses. J'en profite pour embrayer sur une question pareil un peu générale sur laquelle je pense que vous pourrez tous répondre. Il y avait une première question dans le chat qui portait sur le degré d'utilisation des robots de traite. Et je vois qu'il y a une autre question qui parle également du degré d'utilisation, mais cette fois-ci des technologies de précision. Donc la question générale est: qu'en est-il de l'utilisation dans les fermes traditionnelles non qualifiées de fermes digitales? Amélie, je crois que tu avais répondu à quelques... J'avais commencé, oui, pour répondre à la question sur les robots de traite. Alors moi, je pense que j'ai mal dû comprendre la question parce que je pensais que c'était combien d'éleveurs sont équipés de robots de traite en France. Donc j'ai donné le nombre qui était de 13%, enfin, c'était une estimation en 2015. Mais pour plus d'informations, vous pouvez contacter mon collègue Jean-Louis Poulet, qui aura un chiffre plus exact aujourd'hui. Et après, sur le degré d'utilisation, peut-être que la question, c'est quel est le pourcentage d'utilisation de tout ce qu'un robot de traite peut faire? C'est une très bonne question. Je n'ai pas de chiffre en tête parce que ça permet de faire tellement de choses et tellement d'outils et de capteurs en fait, dans le robot de traite que l'éleveur, en fait, il en utilise, même l'éleveur, le conseiller,
tous ceux qui gravitent autour de l'éleveur, en fait, on utilise une très très faible proportion. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres nouvelles technologies aujourd'hui, en fait. L'utilisateur final, au final, n'utilise qu'une petite partie de la capacité, un peu comme les smartphones aujourd'hui. On utilise une très faible pourcentage, en fait, du potentiel de l'outil. Et je ne sais plus ce qu'il y avait comme... Oui, je pense qu'il y a deux pendants à la question. Il y a le degré enfin, le pourcentage d'utilisation, comme tu viens de le dire, et le degré d'adoption. Enfin, je pense que ça parle du transfert plutôt, de comment on estime le transfert de ces outils numériques des producteurs de ces solutions vers les agriculteurs directement. Je vous invite à peut-être consulter les résultats de l'Observatoire des usages du numérique en agriculture, qui est une action qui est portée par la chaire agrotique et qui justement régulièrement produit des infographies et des dossiers qui justement donnent des informations sur la façon dont les technologies numériques sont adoptées. Et voilà, vous avez des informations par type de technologie et par type de filière. Donc, je pourrais vous remettre le lien vers nos ressources, donc sur le site Agrotique, en fait, www.agrotique.org. Vous avez les ressources et l'accès aux résultats de l'observatoire. Peut-être qu'on peut remettre le lien dans le chat pour que les participants puissent y accéder. Je vois qu'on arrive sur la fin de notre webinaire. J'ai encore des questions qui sont plus de l'ordre général. J'ai une question un peu générale. Certains agriculteurs considèrent que le numérique les rend plus dépendants et tend à appauvrir leur expertise, plus qu'à l'enrichir. Voulez-vous commenter en illustrant avec un exemple si possible? Et je ne sais pas qui veut répondre. Nathalie, tu voulais... Non, vas-y. C'est une question assez intéressante parce qu'effectivement, on change un peu le métier de l'éleveur quand on introduit des solutions numériques de l'éleveur et de l'agriculteur de façon plus globale. Et effectivement, certains éleveurs, quand on les enquête, ont l'impression se disent plus dépendants du coup des nouvelles technologies. Mais inversement, en fait, les nouvelles technologies, ça permet de leur enlever quelques astreintes. Donc, c'est un peu il se libère du temps à un certain endroit, et d'un autre côté, il faut aussi qu'il s'attelle à ces tâches un peu administratives ou de travail un peu sur ordinateur. Et une autre chose qui ressort, c'est par rapport à cette dépendance, c'est que du coup, l'éleveur n'a plus forcément les compétences pour assurer un peu le service après-vente. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tant qu'on n'avait pas d'outils numériques sur un élevage, l'éleveur était presque le MacGyver, en fait, et il sait tout faire, en fait. Il sait presque tout réparer, tout bricoler. Avec les nouvelles technologies, c'est plus vraiment le cas. Donc, il devient un peu dépendant d'un service après-vente, d'autres prestataires, parce qu'il ne peut plus lui-même assurer en fait l'ensemble de ces missions-là. Donc, de ce point de vue-là, il peut devenir dépendant effectivement des nouvelles technologies. Mais après, ça dépend aussi du choix de l'éleveur. Est-ce que l'éleveur veut se rendre dépendant ou indépendant des nouvelles technologies? C'est une question de priorisation et d'objectif de l'éleveur. Est-ce que Nathalie, Roland, vous avez une précision peut-être à apporter? Ouais, je pense que ça rejoint aussi la problématique de la formation, nouveaux outils, nouvelles technologies. Il faut que les personnes qui les utilisent sachent ce qui se cache un petit peu derrière l'interface et derrière le rideau pour que ce soit vraiment utile. Effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'un agriculteur aujourd'hui, il sait changer une roue de son tracteur, il sait adapter la pression, il sait faire tout un tas de choses. Plus tard, avec ces données, il y a tellement de données qu'il peut être un peu perdu par rapport à ça parce qu'il ne sait pas d'une part comment elles sont générées, d'autre part comment ça pourrait lui être utile pour mieux piloter sa ferme. Donc, au-delà de... Je pense que de temps en temps, avec les nouvelles technologies numériques, mais c'est le cas en général, pas du tout qu'en agriculture, on n'a pas assez de formation ni d'informations sur comment ces données sont générées, à quoi elles servent, qui est-ce qui les utilise, qu'est-ce que ça signifie, en quoi elles sont significatives de quelque chose.
Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour la société en général, de bien comprendre comment fonctionnent les objets qu'on utilise au quotidien pour pouvoir les maîtriser, pour pouvoir en faire un bon usage, et que ces technologies numériques puissent vraiment nous libérer plutôt que de nous faire entrer dans une nouvelle forme d'esclavage. Mais ça, c'est un problème sociétal en général. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vois qu'on Noémie. approche doucement de la fin du webinaire. Voilà. Est-ce que tu veux encore poser une dernière petite question? Mais il est 59, donc... Non, je voulais juste préciser qu'il y avait le lien vers l'Observatoire agrotique qui avait été mis dans le chat par Nathalie et qu'il y avait également plusieurs questions auxquelles on avait répondu à l'écrit dans la partie résolue du webinaire. Très bien, ben merci à tous. Nous terminons effectivement, c'est la fin de ce webinaire. Donc, je rappelle que ce webinaire, comme tous les agro-webinaires du mardi, sont co-organisés par l'ACTA et Agrinium. Et donc, la semaine prochaine, on reviendra sur la thématique agroécologie, puisque c'est en alternance une semaine sur deux, pour parler d'agroforesterie comme levier pour la transition agroécologique. Merci à tout le monde, merci pour vos interventions, merci à Noémie pour l'animation et donc à la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés par ce nouveau thème. Au revoir et bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci à tous.